les lois de Nuremberg n'ont pas été appliquées en France. Il y a un statut des juifs, mais on n'a jamais dit qu'un juif ne doit pas épouser une non-juive. En France, en 1944, vous avez eu des mariages entre juifs et non-juifs. C'est pas l'Allemagne hitlérienne, donc les règles sont différentes. Les enfants juifs vont à l'école à Paris avec une étoile jaune jusqu'en juillet 44, août 44, enfin juillet, puisque les grandes vacances sont en juillet. Mais il n'y a pas de, il y a pas de, les lois raciales de Nuremberg. Il y a un statut des juifs, et puis il y a des interdictions, etc. C'est une copie, mais une copie à la française. Et vous avez et encore à la française, parce que dans d'autres pays, ce sont des ordonnances allemandes, mais ça dépend de la puissance d'un pays. La France était une grande puissance, donc on a laissé la France du maréchal Pétain adapter. On ne lui a pas demandé d'ailleurs, on ne lui a rien demandé. Hein. C'est lui qui a décidé qu'il y aurait un statut des Juifs. Les Allemands ne demandaient pas à Pétain de faire un statut des Juifs. C'est Pétain parce qu'il était entouré et que lui-même était antisémite. Il l'a bien prouvé puisque j'ai pu rendre public ce document qui est le brouillon du statut des Juifs, mais un brouillon tout à fait élaboré, et où on voit Pétain qui corrige en aggravant le statut des Juifs. Hein. Ceux qui l'ont rédigé n'avaient pas mis les enseignants, n'avaient pas exclu les enseignants de la fonction publique, et lui, de sa propre autorité, enlève les enseignants, met les enseignants dans le bloc de ceux qui ne peuvent pas exercer leur emploi. Et les enseignants, il y avait quand même beaucoup d'enseignants juifs en France. Donc Pétain était antisémite, il faut l'admettre, et ceux qui l'entouraient, qui étaient de l'Action française, la revanche de l'affaire Dreyfus, ont élaboré un statut des Juifs sans que les Allemands le leur demandent. Mon père était roumain, son père était armateur sur le Danube. Il y avait une flotte de bateaux, des chalands. Ma mère était d'une famille aussi très aisée, mais de Russie, mais à 100 kilomètres l'un de l'autre. Et ils se sont rencontrés à Paris, rue de la Huchette, dans un dancing, et ils se sont mariés à la mairie du 5e. Bon, ils étaient cosmopolites, ils voyageaient à travers l'Europe, et ils se sont fixés à Paris. Et c'était un milieu très assimilé du côté de mon père et du côté de ma mère. Il n'était absolument pas religieux. Et mon père s'est donc engagé volontaire dans l'armée française en 1939. Il a été fait prisonnier à la bataille de la Somme. Et il s'est évadé. Et il nous a rejoints dans la Creuse où nous étions réfugiés. Nous sommes allés à Nice où nous avons vécu paisiblement, je dirais, pendant l'occupation italienne. Et puis ensuite, ça a été l'horreur avec l'occupation allemande, la traque des Juifs sur la Côte d'Azur. Et mon père a été arrêté. Et il avait construit un double fond dans un placard pour nous sauver en cas de rafle. Et les Allemands ont cherché, mais ne nous ont pas trouvés. Et donc, nous avons vécu pendant plusieurs mois dans une ville où les Juifs étaient traqués, pourchassés. On était au mois d'août 42, pendant la grande rafle des Juifs considérés comme apatrides dans la zone libre. On était à Nice, mais on était roumains, et c'est seulement 3 semaines après que les Juifs roumains sont devenus déportables. Et donc, on n'a pas été arrêtés en août 42 par la police française. On n'a pas eu à craindre la police française. Et ensuite, on est parti, après l'arrestation de mon père et ces quelques mois de traque, on est parti en février 1944, on est parti dans la Haute-Loire. Mon père, lui, est allé à Auschwitz, il a frappé un capot et il a été envoyé dans un commando de représailles et il a tenu assez longtemps. Mais au mois d'août 1944, il a été, où il est mort dans ce
ce qui tenait lieu d'infirmerie, ou bien il a été sélectionné pour la chambre à gaz. En tout cas, il n'est pas revenu. En allant à Sciences Po, j'ai rencontré Béate qui, elle, allait à l'Alliance française qui se trouve boulevard Raspail. Et Sciences Po, c'est à côté. Donc voilà, on s'est dragués mutuellement. Elle savait que mon père avait été déporté, donc ben, elle m'a dit que son père était dans la Wehrmacht et qu'il n'était pas nazi et que ses parents n'avaient rien appris et rien oublié. Quoi. Ils étaient comment dire, des Allemands typiques, bon, qui approuvaient Hitler pendant que ça allait bien. Nous nous sommes rencontrés le jour où Eichmann a été capturé. Le jour de notre rencontre, c'était le jour où Eichmann a été capturé, mais ça nous a pas... moi, ça m'a... Bon, à l'époque, je ne connaissais pas disons, les détails, comment était organisée la solution finale. Je ne m'y intéressais pas d'une façon historique. Donc j'étais très content qu'Eichmann soit arrêté, qu'il soit jugé. Inconsciemment, ça m'a peut-être conduit à considérer que si, ultérieurement, hein, je dis, à considérer que ce qu'il faut, c'est obtenir le jugement du criminel et pas obtenir un règlement de compte. Parce que les Israéliens auraient pu tuer facilement Eichmann et ils ne l'ont pas fait, et ils n'ont pas voulu que ce soit un règlement de compte. Et bon, moi j'ai toujours considéré qu'il fallait faire juger et qu'il ne fallait pas le règlement de compte, voilà, tout simplement. Fin 66, Kurt Georg Kiesinger a été élu chancelier allemand. Et quand elle a vu qu'il avait un passé nazi, bah, elle a dit tout simplement que c'était mal d'avoir choisi un chancelier allemand. Et elle est allée à Combat, qui était un grand journal à l'époque, et elle avait écrit un texte disant que c'était très mal pour l'Allemagne d'avoir choisi un chancelier qui était un nazi actif et un propagandiste nazi de haut rang. Et au bout du troisième article, elle a été révoquée de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Donc moi qui avais perdu mon père, je me retrouvais avec mon épouse mise à la porte à Paris de son travail pour avoir écrit qu'un nazi allemand que c'était mal d'avoir un nazi allemand comme chancelier en Allemagne. Donc Béat et moi, on s'est rencontrés, pas loin d'ici, et dans un café, et puis on a décidé ce qu'on allait faire. Et on a décidé qu'on allait se battre pour, non pas pour, je dirais, l'honneur, mais pour changer euh, la situation, pour faire en sorte que le chancelier ne soit plus chancelier. On a constitué un dossier. Bon, moi, j'ai aidé de mon mieux Béate. Je suis parti voir Wiesenthal à Vienne, mais Wiesenthal, ça ne l'intéressait pas. C'était les criminels nazis. Le fait qu'il y ait un chancelier qui, pendant la guerre, avait couvert on peut dire les crimes nazis, puisqu'il était directeur adjoint de la propagande hitlérienne vers l'étranger, ça ne le touchait pas. Et donc, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer de ce côté-là. Et je suis allé à Berlin-Est et j'ai demandé là-bas le soutien de l'Allemagne de l'Est au point de vue documentaire pour pouvoir étoffer un dossier, parce que finalement, nous, on avait les articles du Figaro, du Monde, sur le passé nazi, mais à l'époque, ça ne causait aucun problème aux médias français que le chancelier soit un ancien nazi, que le président de la République, enfin de l'État allemand, ait dessiné des baraques de camps de concentration comme architecte, que le ministre de l'économie social-démocrate soit aussi un ancien nazi. Ça ne posait pas de problème. La France avait accepté cela. Et nous, on ne pouvait pas l'accepter. Voilà. Donc, elle en tant qu'Allemande, moi en tant que juif français. Il n'y avait qu'un seul endroit au monde où elle pouvait le faire, c'était à Berlin-Ouest. Comme j'étais un bon spécialiste de droit international, j'ai travaillé sur la question et donc quand le Parti chrétien démocrate
a organisé son congrès à Berlin-Ouest en novembre 1968. Beate donc est partie là-bas pour agir et pour le gifler, puisqu'elle l'avait annoncé publiquement au mois de mai 68 dans une très grande réunion. Et elle a réussi donc à passer, à le gifler en risquant sa vie, puisque les gardes du corps avaient dégainé pour tirer, mais ils n'ont pas pu tirer parce qu'il y avait d'autres hommes politiques tout contre le chancelier Beate. Et elle a été jugée immédiatement. Après les élections, Willy Brandt a amnistié Beate, donc il n'a pas eu à aller en prison. La dénazification a été une farce, oui. Par exemple, Kissinger a été exonéré par, disons, une commission présidée par son beau-père. Donc, il y a le côté farce, et en même temps, il y a le côté sociétal, c'est-à-dire une société peut difficilement s'automutiler en sacrifiant des gens dont elle a besoin. De Gaulle n'a pas sacrifié les préfets. Tous les préfets ont arrêté des juifs, mais pratiquement, sauf un, le préfet de Corse, mais les autres ont arrêté des juifs. Bah, il ne les a pas sanctionnés, il a sanctionné les préfets qui ont été actifs contre les résistants. Mais par rapport aux juifs, non. Tous les criminels d'importance qui n'avaient pas été arrêtés en 1944 ou en 1945, ben, ils vivaient libres et impunis, avaient repris le cours de leurs occupations. Et comme c'était des jeunes gens qui avaient repris leurs études ou bien repris leurs activités, ils se retrouvaient avocats, magistrats, hauts fonctionnaires, hommes d'affaires. Et nous avons retrouvé peu à peu tout l'état-major de ceux qui n'avaient pas été attrapés par la France, qui étaient dans les livres d'histoire et qui vivaient libres et impunis donc en Allemagne. Et en particulier donc Lischka et Hagen qui avaient eu un rôle extrêmement important. Lischka était le prédécesseur de Eichmann à la tête du service anti-juif de la Gestapo du Reich. Et Herbert Hagen était chef du service des affaires juives du SD. C'était lui qui avait formé Eichmann et toute l'équipe de la solution finale. Donc, et en France, ils avaient, pendant toute la guerre, disons, organisé, avec le service des affaires juives de la Gestapo, la déportation des juifs. Donc, nous avons décidé de faire ratifier un accord franco-allemand parce que tous ces criminels étaient libres et impunis parce qu'ils étaient les seuls au monde à ne pas pouvoir être jugés en Allemagne et à ne pas pouvoir être extradés vers la France parce qu'il y avait eu la France avait voulu se protéger contre des tribunaux où il y avait d'anciens nazis et qui auraient acquitté ces criminels. Et la France avait retiré sa compétence à l'Allemagne sur les affaires qui n'étaient pas classées en France. Et quand ces criminels ont réapparu, comme la Merding Oradour-sur-Glane, eh bien, la France a demandé l'extradition de la Merding. On a répondu non. Vous avez approuvé comme puissance occupante l'article 16 de la loi fondamentale allemande. L'Allemagne n'extrade pas ses nationaux. La France a dit jugez-le. L'Allemagne a dit non, vous l'avez condamné par contumace. Les affaires de contumace sont des affaires non classées. Vous nous avez retiré notre compétence sur les affaires non classées. On ne peut pas le juger. La France a dit nous vous rendons votre compétence sur les affaires non jugées, ce qui accroît votre souveraineté. Et l'Allemagne n'a pas voulu accepter jusqu'à ce que Willy Brandt signe le 2 février 1971. Mais pour moi, c'était quand même les auteurs de la solution finale en France. Et donc, là, je me suis lancé au lieu d'aider simplement, je me suis lancé complètement avec Beate dans cette problématique. Comment faire juger ces criminels? Et comme on était tout seul au départ, il a fallu
une stratégie qui a été d'agir illégalement en Allemagne, d'assumer la responsabilité de nos actes et d'être jugé, d'être condamné, mais de ne montrer que on continuerait jusqu'à ce qu'ils le fassent, et sinon, sinon il y aurait une tragédie un jour, les criminels seraient tués ou je sais quoi, mais que les choses ne pouvaient pas rester en l'état. Et peu à peu, les enfants des déportés, les orphelins, sont venus se grouper autour de Beate et moi, manifester avec nous et être arrêtés, aller en prison, être jugés. Et la société politique allemande a constaté qu'il y avait un bras de fer entre notre volonté puis la volonté de la société politique allemande. Mais on a obtenu la ratification en 1975 et on a obtenu l'application par la justice allemande en 1979. On a décidé de changer la mémoire de Vichy, de faire inscrire dans les manuels scolaires le rôle de Vichy. Il n'y avait pas un mot sur le fait que les Juifs ont été arrêtés par la police française. Il n'y avait pas un mot sur la rafle du Veldiv. Il y avait rien. Tout était écrit par des agrégés d'histoire pour faire croire que c'était les Allemands seuls qui avaient fait. Dans ces conditions, je pensais que s'il n'y a pas cette notion de crime contre l'humanité, Pétain serait réhabilité à la fin du siècle. Et donc on a décidé de lancer cette campagne et cette fois-ci d'agir avec des affaires judiciaires mettant en cause les hommes qui représentaient la politique de Vichy à l'égard des Juifs, c'est-à-dire Bousquet qui appartenait au gouvernement et à la police, Le Guet qui appartenait à la police et à l'administration préfectorale, Papon qui appartenait à l'administration préfectorale régionale, et Touvier qui représentait la milice de Vichy. On a obtenu le procès de Klaus Barbie, bon, mais on a obtenu le procès de Touvier et le procès de Papon. Le Guet et Bousquet n'ont pas été jugés finalement. Moi, je ne savais rien sur Papon. Papon, il venait au mémorial du martyr juif inconnu déposer des gerbes de temps en temps. Hein. Il est venu même une fois avec Pompidou. Donc, non, personne ne savait, ni De Gaulle, ni personne ne savait, parce que si vous regardez les Wouzou, tous les préfets de l'époque mettaient quelque chose d'insignifiant et ne rappelaient pas leur carrière vichiste. Non, les gens ne savaient absolument pas ce que Papon avait fait pendant la guerre. N'oubliez pas quelque chose, c'est qu'en novembre 1944, il y a à Bordeaux une cérémonie, un meeting pour les déportés. Et qui fait qui fait le discours pour les déportés, c'est Maurice Papon. Bon, la société politique française en 1945 a décidé que tous les exécutants avaient les mains propres. À part Pétain et Laval qui sont les complices et qui ont donné les ordres, les autres, c'est marqué d'ailleurs dans le procès de Papon, dans le procès de Bousquet, dans l'instruction du procès de Bousquet à l'époque. Heureusement que la police française a arrêté les Juifs parce qu'elle les a arrêtés beaucoup plus gentiment que les Allemands ne l'auraient fait. Alors, comment dire, c'est faire fi de la réalité, c'était que les Allemands n'avaient pas les forces disponibles et qu'ils avaient absolument besoin de la police française. Et donc, le procès Papon, lui, a été justement, est-ce que les exécutants du préfet aux gendarmes avaient, avaient mal agi? Eh bien, ça, c'était à la société politique de 98 de répondre, alors que celle de 45 leur avait laissé les mains propres. Et heureusement, nous avons pu obtenir que la réponse soit positive, parce que nous avons demandé 10 années de prison. Et nous, on nous a dit à l'époque, je me souviens, jamais il sera inculpé, jamais il sera condamné, jamais il sera jugé, jamais il sera condamné, et jamais il n'ira en prison. Et il a quand même été jugé, condamné, il est allé en prison. C'est quand même, c'était le chef de la police du général de Gaulle.
Les grands criminels sont morts parce qu'ils avaient au moins 30 ans et que vous en ajoutez 70, ils ont disparu. Il reste les petits exécutants qui avaient 20 ans, 20, 25 ans, qui ont entre 90 et 95 ans. Mais c'est très difficile pour nous, on peut pas. On a toujours eu comme règle de juger les gens avec des documents ou des témoins. Et au niveau des petits exécutants, il n'y a plus de témoins et il n'y a pas de documents parce qu'à leur niveau, on ne signait pas de documents. Donc on ne peut pas trop juger les gens en disant vous étiez gardien dans un camp d'extermination. On ne peut pas être gardien sans avoir commis des crimes, donc vous êtes criminel sauf si vous prouvez que vous n'êtes innocent. Ça, c'est la justice soviétique, donc c'est pas la nôtre. Donc, je dirais que on peut arrêter. D'un autre côté, il y a ceux qui disent qu'il faut qu'ils soient jugés jusqu'à leur dernier souffle. Mais si on les condamne avec des critères qui ne sont pas des critères de justice normaux, c'est pas très satisfaisant, ça laisse un goût amer. Alors, ne peut pas trop résoudre le problème. Le problème va se résoudre dans les prochaines années parce qu'il n'y aura plus personne. Les uns étaient des combattants, les soldats, les prisonniers. Les autres étaient des héros. Les héros ont leur place. Hein, et la première place, elle est réservée aux héros dans le panthéon. Pas seulement dans le Panthéon, mais dans l'opinion publique, ceux qui revenaient de déportés résistants étaient, je ne parle pas des droits communs, mais les déportés résistants avaient choisi d'être résistants, c'était des volontaires. Tout le monde comprenait qu'ils auraient pu rester à la maison, faire comme tout le monde et ne pas s'engager. Or, ils se sont engagés du bon côté, du côté des vainqueurs en tout cas, et donc ils avaient droit à un traitement qui était le traitement où on leur tresse des couronnes de laurier, où on les accueille. Les Juifs, eux, n'avaient rien choisi. C'était les bourreaux qui avaient choisi de les déporter. Il fallait du temps pour que le monde comprenne que la tentative d'extermination d'un peuple dispersé à travers l'Europe, un peuple particulier qui avait apporté beaucoup à l'humanité, par un autre peuple qui était le plus avancé, on peut dire, socialement, enfin, techniquement, etc., c'est quelque chose de totalement nouveau et inadmissible, incompréhensible. Je crois qu'on ne voulait pas trop les entendre. Dans le monde juif même, parce que beaucoup avaient perdu leurs parents, donc d'apprendre comment les tuer, quelles étaient les souffrances, on n'avait pas trop envie d'écouter cela. Ça remuait le fer dans la plaie. Les autres voulaient pas trop entendre parce que aussi on disait mais comment vous êtes revenu par exemple. Bon, il y avait toutes sortes de raisons pour non pas un silence parce que moi j'ai constaté que beaucoup de déportés qui sont revenus, comme ils revenaient d'Auschwitz et qu'ils allaient dans un pays libre qui était la France ou la Belgique, ben, par exemple ils écrivaient. Et il y a beaucoup de manuscrits qui ont paru à compte d'auteur, très souvent, ou dans des petites maisons d'édition, parce que l'auteur a dû payer pour le... parce que personne ne voulait lire cela. Et donc, beaucoup de déportés ont témoigné tout de suite. Et puis après, il n'y avait pas d'intérêt, donc ils n'en ont pas parlé. Ils ont voulu reconstruire leur vie, ce qui est normal. Beaucoup sont remariés ou sont mariés et ils n'ont pas voulu accabler leurs enfants, leur mettre ce poids-là. On voit encore chez nous, dans notre association, j'ai vu des petits-enfants se suicider, vous voyez, parce que c'était un poids trop lourd, s'identifier à leurs grands-parents ou à leurs parents. Et donc, bon, c'était difficile non pas d'avouer, non pas de confesser, mais de raconter l'horreur qu'on avait pu vivre à cette époque. C'était difficile, voilà. Il y a peut-être un excès de ce côté-là,
On voit aussi beaucoup d'anciens déportés qui écrivent leur mémoire, mais c'est normal d'ailleurs que même ceux qui ont traversé la Shoah, les enfants qui ont traversé la Shoah, mais c'est plus un album de famille que l'histoire de la Shoah, c'est un album de famille pour laisser à leurs descendants l'histoire d'une famille juive pendant un événement absolument exceptionnel dans l'histoire des Juifs. Il ne faut pas oublier quand même, et ça c'est déterminant, que ma génération, elle a connu à la fois Auschwitz et la renaissance d'un État juif. Il n'y avait pas eu d'État juif depuis 19 siècles. Et la tentative d'anéantissement des Juifs, elle a été réalisée aux 2 tiers en Europe. Donc ce sont deux événements stupéfiants et bouleversants à travers des dizaines de siècles. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un excès de mémoire. Il sera d'ailleurs, cet excès de mémoire, rééquilibré, à mon avis, en tant qu'historien je parle. Mais je crois que, par exemple, la guerre de 14, par les conséquences qu'elle a entraînées, c'est-à-dire, bon, c'est une guerre un peu suicidaire par rapport aux États européens, que cette guerre, dont beaucoup ont oublié comment elle a été causée, comment elle s'est déroulée, etc., je crois que ce sera le sujet porteur des 10 prochaines années ou des 20 prochaines années.